Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Lee Pasco, qui est toujours la méga guest et la spécialiste de la méthode pour nous aider. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un texte qui était intéressant ce matin, donc sur un des cours qu'on a eu avec Lee, un ensemble de cours qui s'appelle Advanced Mind Control. Et il y a une première partie que j'aime beaucoup et je voulais la lire et en parler un petit peu avec Lee. Donc, c'est un enregistrement audio, c'est pas un enregistrement vidéo qui a été apparemment effectué en 1973. Donc, c'est l'introduction que Ed a écrit, je pense, à cette période-là. Ces enregistrements audio proviennent du cours avancé de contrôle mental que José avait l'habitude de présenter aux diplômés Silva Mind Control dans les années 70. Sa routine typique, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, il se rendait en ville le mercredi et rencontrait l'instructeur local et tous les diplômés de Silva que l'instructeur voulait qu'il rencontre. Des instructeurs programmaient également des entretiens avec lui, avec des journaux locaux, des stations de radio et de télévision. Puis, mercredi soir, il dirigeait un atelier d'introduction ouvert gratuitement à tous les diplômés Silva. Donc, on retrouve la même logique qu'aujourd'hui. Moi, j'aime bien ce principe de soirée, de faire ça sur plusieurs soirées. Tu l'as déjà fait, toi, de proposer la méthode en soirée plutôt qu'en week-end ou plutôt que sur 4 jours. Tu l'as déjà fait en soirée, toi? Personnellement, non. Oh, je crois une seule fois, il y avait un problème, mais j'ai fait en fait pendant 4 soirées plus un week-end, quelque chose comme ça. Ouais. Mais ça a toujours été compris qu'on n'est pas du tout obligé de le faire week-end consécutif. Donc, quelquefois, c'est plus facile pour les gens le soir. Oui. Ouais. Je vais peut-être proposer ça l'année prochaine, en fait. Moi, je trouve l'idée est bonne parce que, tu sais, c'est ce qu'on disait avec le temps d'intégration. Je trouve qu'il y a un côté sympa de se dire, tu le fais en soirée, il y a un côté, quoi. Moi, je trouve ça plutôt intéressant comme concept. Et c'est marrant, tu sais qu'il y a d'autres systèmes, c'était un peu pareil. Maintenant, on les fait en 2-3 jours le week-end et apparemment, à l'origine, dans beaucoup de systèmes, ça se faisait parce que c'est souvent très américain. Hein. Tu sais que Dave Hellman, il enseignait le soir en général. Donc, en fait, il partait avec sa femme et il faisait un tour d'une partie des États-Unis et il allait faire les cours le soir. Et Larry nous expliquait qu'il restait jusqu'à 2 heures du matin. C'est-à-dire, il commençait vers 8 heures et après, jusqu'à 2 heures du matin, il papotait, puis il recommençait le lendemain soir et il changeait de ville après tous les 2-3 soirées. Et tu vois, cette notion d'enseignement le soir, je trouve que c'est plutôt bien parce que quand il y a des personnes qui ont des difficultés à gérer avec les enfants, à les faire garder, etc., le soir, il y a un côté qui parfois est plus simple pour certaines personnes pour s'organiser. Soit le mari, la femme peut être à s'occuper des enfants pendant que l'un des deux va au cours. Je trouve ça plutôt pas mal. Et aujourd'hui, en plus, avec Zoom, c'est encore plus pratique. Que ça était à l'époque. Parce que ça évite de faire les allers-retours pour un long voyage plusieurs fois de suite. Exactement. Tout à fait. Alors, Puis, les diplômés pouvaient également amener leurs amis également sans frais. Donc là, on est dans ce qu'on connaît. Puis, ils continuaient le jeudi soir et le vendredi soir et toute la journée du samedi et le dimanche. Donc comme ça, on voit comment il organisait. Et 2 jours, d'accord. Ouais. Mais tu as vu, c'est intéressant comme façon de décomposer le cours. Le coût du cours avancé était de $200. Là, on parle en 73. Ce qui serait probablement 10 fois plus aujourd'hui compte tenu de l'inflation. Il a enseigné selon ce programme et pour ce prix jusqu'en 78. C'est amusant. Hein. Donc, il le faisait vraiment à chaque fois de cette façon-là. À cette époque, ils ont divisé le matériel en 2 séminaires qui duraient un week-end chacun. Voilà, bon, à partir de 78. Ils ont facturé 105. Donc, tu vois, les week-ends se sont faits à partir de 78. Donc, on a eu en gros 12 ans, à peu près, parce que les premières années, je pense que c'était moins intense. On a eu à peu près 12 ans, soirée, week-end. Et après, c'est ce qu'aujourd'hui on connaît davantage. D'ailleurs, c'est intéressant. Toi,
dans les instructions les premières fois que tu as suivi les cours, c'était en 2 week-ends ou il le faisait déjà en 4 jours enchaînés? Le cours de base, j'ai toujours fait suivi moi-même en 2 week-ends. D'accord. En Europe, Angleterre, Europe, etc. Par contre, aux États-Unis, quand j'ai suivi avec José, c'était quand même 10 jours de suite. Et dans les 10 jours, on a fait le séminaire de base. On a fait justement ces 4 jours. Et là, on a expliqué qu'au départ, ce n'était que 3 jours. On nous a dit 3 jours quand même. Pendant qu'en fait, c'était 4 soirées plus un week-end. Et on disait que là, après, on a divisé en 2 week-ends. Et là, c'est devenu le graduate et le ultra. D'accord. Tu vas voir, après, ils en parlent. Et n'oubliez pas, hein, je vous le rappelle parce que j'avais trouvé que l'anecdote était intéressante. Un moment, Burt a tenté de faire un résumé en 2 jours pour faire le basique. J'aimerais quand même bien voir le programme, un de ces 4. Si on arrive à le trouver, ça serait marrant parce que je me demande comment il enchaînait. Toi, tu l'avais étudié en 2 jours ou tu l'avais vu passer quelque part? Et il nous a envoyé un programme, ce qu'il proposait. Et en fait, il a pratiquement tout fait, mais comme il disait, il n'a pratiquement rien expliqué. Il a dit, voici une technique pour pouvoir mieux vous endormir. On va commencer. Et il prend 1-2 minutes pour dire on va faire ceci, et pouf, on fait l'exercice. Donc, c'était pratiquement aucune explication, aucun exemple, aucune question, etc. Et en fait, c'était pas vraiment bien réussi, cette idée. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui disent « Ah, chouette, je peux faire en 2 jours », mais ça manquait beaucoup de richesse, de compréhension. Les gens n'ont pas pratiqué après parce que c'était trop bouffe. Et voilà. Trop intense. Alors, à cette époque, donc, ils ont divisé le matériel en 2 séminaires qui duraient le week-end chacun. Ils ont facturé $150 pour chacun, le séminaire d'études supérieures et le séminaire ultra. Donc, le séminaire d'études supérieures et le séminaire ultra. Okay. C'était un horaire beaucoup plus facile. Il pourrait rester à Laredo jusqu'à vendredi, puis s'envoler pour la ville pour la séance d'ouverture gratuite du vendredi soir. Ah, tu vois, il faisait la séance gratuite le vendredi soir. José a continué à enseigner son séminaire ultra de 2 jours pour le reste de sa vie. Au milieu des années 80, il a également commencé à enseigner un cours spécial de 2 semaines, 10 jours complets d'enseignement et de pratique, qu'il a appelé son Ultimate Seminar. C'est celui dont on a parlé et où tu m'avais montré tout ce que vous aviez reçu pendant le cours. Le séminaire ultime comprenait le cours de base sur le contrôle mental et toutes les techniques des séminaires diplômés et ultra. Ah oui, d'accord, oui, ce qu'il appelle séminaire diplômé, c'est graduate. Bah, oui, d'accord. Oui, c'est graduate, oui. Logique. Ultra. Il a enseigné le séminaire ultime 2 fois par an en anglais et 1 fois par an en espagnol. Le prix était de $2 400 pour les nouveaux étudiants, 1 900 pour les diplômés Silva. Cette photo, bon, là, il y a une d'accord, tac. Ces enregistrements ont été réalisés par Mary Buckingham. Tu m'en avais parlé, Mary Buckingham, non? Non. Tu m'as pas parlé, non. Buckingham, non. Non. Ouais, bon. Alors, ça devait être dans un des enregistrements de Ed. Lors de sa formation pour devenir instructrice, Monsieur Silva permettait aux instructeurs et aux instructeurs stagiaires d'enregistrer les séminaires tant qu'ils ne gênaient pas et ne détournaient pas l'intention de l'enseignement. Il n'était donc pas toujours possible de placer l'enregistreur dans la position idéale. Le cours avancé comprend de nombreuses informations et idées qui n'ont pas été présentées les années suivantes. Les informations contenues dans ces enregistrements sont un trésor et fournissent un aperçu unique de ses recherches et de sa pensée qui n'est disponible nulle part ailleurs. Bon, nous les avons regroupés en liste de lecture pour chacune des 3 nuits, 3 soirées et 2 jours complets afin que vous puissiez les vivre comme il l'a présenté. Remarquez comment il commence la 2e session après la pause. Il fait savoir
à tous que les séances du samedi et dimanche seront plus longues pour rattraper le temps perdu mercredi soir. Puis à la fin de la soirée, il a averti que tout le monde doit être à l'heure, ni conseillé, bon, voilà, etc., etc. C'était typique de lui. 20 ans plus tard, lorsque certaines des personnes participant à son séminaire Ultimate de 2 semaines à Laredo revenaient avec 1 heure de retard d'une visite à Nuevo Laredo, au Mexique, il les a attendus, puis a prolongé la session jusqu'à 20 heures, au lieu de terminer à 19 heures, comme il l'avait prévu. Ah ouais, il était carré, hein, le José. Alors, après, bon, juste, on reviendra de toute façon dessus quand j'aurai bien réécouté tout. Mais tu vois, là, il s'est amusé à couper, à bien mettre les différents thèmes qu'il a abordés. Donc, qu'est-ce que nous savons sur le healing? Bon, après, il y a tout un truc avec le Christ, la croyance, le fait de devenir un healer, renforcer les mécanismes. Et c'est tous les thèmes qu'il aborde. Donc, il a plein de thèmes. La deuxième partie du mercredi soir, il parle du yoga, il parle des premières fréquences dans le fœtus qui sont en delta, etc., la psychométrie. Il parle énormément de choses. Donc, on reviendra dessus. En tout cas, je referai un petit des écoutes et puis on en parlera, nous, ensemble après. Mais je trouve que ça va être sympa parce que c'est vraiment un vieil enregistrement et comme l'explique Ed, il y a des choses qu'il n'a certainement pas repartagées d'un point de vue formel dans les cours après. Je pense qu'il était encore dans sa phase, si on reprend ces années-là, il était peut-être encore dans sa phase où il avait pas mal d'intuitions et d'idées et que tout n'était pas posé aussi carré que, même si on était en 73, je pense qu'il avait encore pas mal d'idées qui lui venaient en tête. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est intéressant de voir comment il structurait son corps à l'époque. Toi, dans toutes les formules que tu as pu faire de cours, lequel tu as préféré? Est-ce que tu as trouvé que c'était pertinent de faire un cours Ultimate avec autant de jours? Est-ce que tu avais l'impression que tu étais encore hyper réceptive, quoi, réellement réceptive à la fin de ton Ultimate, ou tu avais l'impression que tu saturais d'informations? Comment tu as trouvé tous ces enseignements? C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations, mais je n'avais pas du tout l'impression que j'étais saturée. Déjà, nous, on avait déjà fait le cours de base. Donc, je crois que c'était en 92. Donc, on avait fait un des 2 cours supérieurs, mais il y avait 2 jours où c'était juste oser parler de ses expériences et il y avait quand même c'était pas simplement on écoute. Quand on travaillait, par exemple, sur la psychomotrice, les auras, le pendule et tout ça, on arrêtait et on expérimentait. Donc, il y a eu des moments où on était en action, on travaillait ensemble. Donc, je n'ai pas vraiment eu l'impression que j'étais trop saturée parce qu'il y avait toujours cette énergie de découverte et « waouh, qu'est-ce qu'on va explorer aujourd'hui ?» etc. Voilà. Et tu n'as jamais voulu donner un cours Ultimate en Europe? Non. Non. Non, de toute façon, 10 jours, c'est quand même assez long même pour José. Et moi, je l'ai connu quand il avait déjà 80 ans. Et je crois que voyager et donner un cours 10 jours de suite, ça serait un peu trop. Ouais, moi, je l'ai déjà eu en cours d'hypnose quand j'allais aux États-Unis. Au bout de 10 jours, tu es bien, hein, mais tu commences un petit peu à en avoir un peu ras-le-bol quand même. Et en fait, tu apprends des choses, mais ouais, moi, il y a des moments où j'étais plus vraiment connecté. Alors, je faisais les exercices, mais il y a des moments, je pense que c'est un peu délicat. Ouais, donc dans toutes les formules que tu as pu tester, en 2 week-ends, en 3 jours, en 4 jours, qu'est-ce que toi, tu préfères dans le mode d'enseignement, sachant que à peu près toutes les formes ont des qualités et des défauts. Il y a des plus et des moins dans chacun. Lequel, toi, vraiment en tant qu'instructrice, tu préfères mettre en place? Ça, c'est difficile parce qu'il y a des pour et des contre. Ouais. En fait, personnellement, en termes de ma propre énergie, moi, j'aime bien les 4 jours consécutifs. Parce que je trouve que il y a tout cet impact, on vit dans l'énergie, c'est pas dispersé, etc. Par contre, ça veut dire que les gens reçoivent tous d'un seul coup et j'aime aussi, justement, ces idées où on fait. Alors, pour le moment, c'était un week-end et on attend
quelques semaines pour faire le deuxième week-end avec un petit suivi entre deux, etc. Et là, justement, j'ai un très bon feedback et les gens terminent avec une très bonne appréciation du cours parce qu'ils ont eu plus de temps pour pratiquer et intégrer ensemble. Donc, justement, donc il y a des pour et les contre pour tout. Mais personnellement, moi, j'ai beaucoup, parce que, évidemment, quand ils sont en présentiel, on doit y voyager, on doit rester sur place. Et pour moi, c'est bien de faire tous d'un seul coup. Et à la fin, on est waouh, maintenant, on va recommencer notre vie, quoi. Mais là, il est important quand même qu'il y a des suivis parce que c'est vraiment très, très intense et très riche. Et ils n'ont pas eu le temps, justement, de tester ou pratiquer toutes les techniques qu'après la fin du cours. Donc, voilà. Et depuis que tu fais aussi sur Zoom, ça t'a apporté quoi comme perception? Parce que ça t'a aussi changé pendant des années. Donc, tu as fait en présentiel, en face à face, etc. Suite à la pandémie, tu as commencé à le faire. Tu le faisais avant la pandémie ou tu ne l'avais jamais fait avant Non, pas du tout. En fait, quand la pandémie a commencé, j'ai dû arrêter tous mes cours parce que j'étais convaincue que je ne pourrais pas enseigner Sylvain en ligne. Partiellement parce que le dernier jour, quand on travaille les cas, on doit travailler en binôme. Je n'étais pas au courant qu'en Zoom, on pourrait créer des petites pièces virtuelles. Et c'était justement quand on m'a invité à faire aux États-Unis et on m'a demandé de faire en ligne. Je dis non, désolé, il faut qu'on travaille ensemble. Et on m'a dit, mais pourquoi pas tu fais justement Zoom, Breakout Rooms, etc. Et là, j'ai trouvé justement que ça a super bien marché. Mais c'était parce que j'étais invitée de faire en Zoom pour un groupe de gens. Donc, c'était justement de cette école privée dont j'ai parlé. Donc, tout le monde était très enthousiaste et la plupart des gens se connaissaient déjà. Donc, il y avait vraiment une très bonne ambiance. Mais après mon premier cours en Zoom en France, ou bien pour les Français, parce que moi, j'étais coincée en Angleterre pendant 8 mois, j'ai demandé aux gens de me donner un peu de feedback. Et effectivement, et pour les gens qui n'avaient jamais fait en présentiel, ils disent, je ne vois pas ce que ça peut apporter de plus en présentiel. Il y avait d'autres qui disaient, ça m'a manqué les pauses où on peut justement discuter avec d'autres personnes dans les pauses. Mais à part ça, l'enseignement lui-même, ils ont dit, mais ça n'a rien empêché. Certains, c'était encore mieux en fait. Parce que si tu as, bien sûr, tu as déjà assisté à des cours Sylvain où le dernier jour, quand on travaille un cas, tout le monde travaille par deux. Quelquefois, le bruit il commence à s'augmenter, on a du mal à entendre. Pendant que dans une petite pièce virtuelle, vous avez tous deux votre propre pièce, silence autour, vous pouvez vraiment vous concentrer. Donc, les gens ont apprécié ça aussi. D'accord. Et toi, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à la classe virtuelle, par rapport à une classe est-ce qu'au niveau de l'énergie, tu ressens la même chose? Est-ce que tu as. Tu sais, parce que tu m'avais dit à un moment quelque chose, j'avais trouvé hyper pertinent, justement, par rapport aux enregistrements et tout, où José expliquait que fallait pas enregistrer parce qu'il fallait l'énergie et que pour lui, l'intention qu'on va mettre dans la voix, etc., avait de l'importance. Oui, c'était pour les conditionnements et donc il valait mieux le faire en lisant le texte plutôt qu'en l'enregistrant. Et puis, en fait, de fil en aiguille, là, on voit même, toi, dans le texte que je viens de lire, qu'il n'était pas forcément contre. Mais cette notion-là, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu une différence, le fait que tu ne sois pas dans le réel, parce que tu es quand même en face à face, mais dans le réel avec tes apprenants? En fait, j'ai eu une occasion où j'ai fait le premier cours en présentiel depuis très longtemps et plusieurs personnes qui avaient déjà suivi 3 ou 4 stages différents en ligne avec moi sont venues pour répéter le cours Sylvain. Et là, je les ai plus rencontrés pour la première fois vraiment en live. Et franchement, c'était comme si je les connaissais déjà très, très bien, des anciens amis, etc. C'était simplement qu'on n'a pas pu s'embrasser auparavant. Voilà. Donc, je suis très tactile et moi, j'aime beaucoup justement toucher les gens dans les présences, etc. Mais franchement, j'étais très surprise
que ça n'a pas trop dommagé le cours en ligne. J'étais agréablement surpris parce que je croyais, oh non, non, ça serait distance, ça serait… Mais finalement, ça marche très bien. Je suis surprise. Donc, je continue à faire les deux. Oui, bien sûr. Tu as entendu chez Silva International où ils proposaient, parce que tu sais, moi j'ai vu beaucoup ça dans les conférences d'hypnose, où maintenant tu as carrément des workshops, donc des ateliers pour développer votre business online, etc. etc. Est-ce que tu as vu du côté de chez Silva International un mouvement qui a dit on va vous donner des cours, on va vous expliquer comment enseigner la méthode Silva en ligne, ou pas du tout? Ou ça a été un petit peu débrouillez-vous? Comment enseigner la méthode Silva en ligne? Ouais, tu sais. Oui. Bon. Est-ce que vous avez eu une espèce de communication interne, justement, pendant du pandémique? Puisque au départ, j'ai dû vraiment apprendre plein de choses. J'ai déjà partagé avec mes propres instructeurs. Nous avons comparé des petits trucs, etc. Puis j'ai consulté les autres directeurs en Europe, etc. Et en fait, nous avons mis ensemble une liste d'informations, comment utiliser Zoom et méthode Silva, que nous avons envoyé à Silva International, qui a reproduit justement en envoyant à tous les instructeurs mondiaux. Okay? Donc, mais c'était à nous à trouver les moyens de montrer, d'enseigner, etc. D'accord. J'ai même passé 1 heure avec une instructrice en Nouvelle-Zélande qui ne comprenait pas du tout Zoom pour lui enseigner un tout petit peu ce que moi, je venais d'apprendre moi-même. Bien sûr, bien sûr. D'accord, ouais. Donc là, il n'y a pas eu une… vous avez été initiateur de changements et de trucs, mais ce n'est pas venu de la part des États-Unis. Et c'est ce que tu me disais la dernière fois. En fait, aujourd'hui, la méthode Silva, elle est… Le poids lourd de la méthode Silva, elle est quand même en Europe de façon générale, plus que, en tout cas sur les initiatives, que sur les États-Unis, d'après ce que toi tu perçois. En fait, puisque au moins 50% des instructeurs mondiaux sont en Europe, donc souvent il y a justement des choses qui commencent ici ou des idées qui commencent ici. Par exemple, l'idée de faire 505 comme un jour supplémentaire pour ajouter, et effectivement, Silva International aime beaucoup cette idée. Donc, en fait, ils n'ont pas créé l'idée eux-mêmes, et pareil pour les séminaires en Zoom. En fait, ils ont beaucoup encouragé. Et donc, ils ont envoyé cette lettre, ils ont dit à tout le monde, mais ne vous en faites pas, il faut qu'on s'adapte, justement. On est dans une période où personne ne peut donner des cours physiques, donc pourquoi pas faire en ligne? Et ils ont vraiment encouragé les gens à, justement, changer leur concept de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais on a dû, entre nous, trouver, en fait, les moyens d'aider les autres à savoir comment le faire. Donc, le faire, oui, très bonne idée. Mais comment le faire, c'est devenu de nous. Tu as l'impression, alors là c'est vraiment des questions que je me pose ces derniers temps. Tu sais, moi, je suis vraiment dans la réflexion à me dire, la méthode aujourd'hui, et je t'en parlais la dernière fois, par rapport au retour d'enquête qu'on va continuer, hein, mais je te disais que la plupart des personnes qui ont répondu sont des personnes qui ont, à 49%, fait leur formation il y a 20 ans. Et donc, je te disais, ce qui, moi, me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que la méthode est un peu désuète par rapport à tout ce qui est vendu dans tous les sens, alors que dans l'absolu, elle ne l'est pas du tout, elle est hyper à jour. Mais il y a quelque chose qui manque dans le marketing, dans plein de choses. Je suis retourné sur leur site, ça fait longtemps que je n'y étais pas allé. Je trouve leur site moderne, je le trouve bien, tu vois, je trouve vivant. Mais justement, c'est pour ça que je te pose ces questions, c'est qu'est-ce que tu as l'impression que les Américains, on va dire Silva International, on va s'arrêter à ce mot-là, proposent comme dynamique pour l'expansion, le développement de la méthode? Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont particulièrement actifs depuis, on va dire clairement, depuis le départ de Laura? Parce que Laura, s'il y a un truc qu'on peut vraiment moi que je trouve génial chez elle, c'est qu'elle est dynamique, elle avait redesigné les choses, elle avait retrouvé des idées, qu'on y adhère ou pas, tu vois. Après, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui étaient moins bonnes, mais au moins elle a bougé à fond quand elle était responsable, je ne sais pas comment ça s'appelle, méga directrice de Silva International. Qu'est-ce que tu as l'impression que depuis
Est-ce que tu as l'impression que depuis les Américains, quoi, du côté américain, ça bouge beaucoup pour la méthode ou pas, ou tu as l'impression qu'ils jouent sur ce qui existe déjà et que vous proposez, tu vois, je trouve que la notion de online, c'est hyper important et ça aurait dû venir du siège et pas venir. Alors, c'est génial que ça soit venu de vous, mais toi, dans l'absolu, vu le modèle pyramidal qu'il y a quand même, c'est eux les patrons, il y a les directeurs après, il y a les instructeurs, puis après, il y a les diplômés. Ça aurait dû venir de ça. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont, alors j'exagère le mot, mais investis ou dans ce développement, marketing ou de partage? Quel est ton sentiment par rapport à ça? Ta question a un timing parfait parce qu'effectivement, on n'a pas eu grand-chose. Et cette semaine, en fait, il y avait une réunion entre Diana, qui est la présidente, le directeur du Canada et le directeur d'Angleterre, justement tous anglophones, et un monsieur qui s'appelle Joe Fernando, que justement, il y a 18 mois que j'ai recertifié parce qu'il voulait revenir à recommencer à faire Silva. C'est un businessman expert en marketing. Cool. Et oui, il veut justement investir beaucoup de son temps et énergie à relancer un système qui, alors, pour le moment, il dit qu'il veut que ça soit mondial et qu'on suit tous le même système de marketing. Alors, j'ai dû lui dire, OK, teste ça d'abord aux États-Unis parce qu'en Europe, il y a des gens qui détestent le système de marketing américain. On va perdre des gens de nos listes de mailing. Mais il dit, de toute façon, je sais qu'ils ont eu leur réunion cette semaine et nous allons entendre les résultats bientôt. Mais il y a quelque chose in the offing, on dit, comment, dans les coulisses, si tu veux. C'est bien, c'est ouais. Parce que tu vois, moi, c'est un petit peu, on va en reparler après dans la deuxième partie, mais moi, c'est vraiment la réflexion que j'ai à chaque fois que je parle avec des Silva ou avec des personnes qui aiment ce système ou qui s'y intéressent. Il y a cette espèce de côté à la fois très pertinent et très présent et en même temps vieillot. Toi, il y a une espèce de mismatch entre ce que ça peut apporter aujourd'hui par rapport à toutes les problématiques qu'on a, physiques, psychiques, émotionnelles, sur tout ce qu'on veut redévelopper, etc. Tu sais que je lisais que, alors c'est un bien et un mal, mais il y a des stats qui montrent qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retournent vers des disciplines alternatives à la science. Tu vois, depuis justement Covid, parce que la science n'avait pas donné toutes les réponses, que ça a fait peur à des gens, etc. Donc, ils vont vers des systèmes alternatifs. Le mieux étant quand même des systèmes alternatifs qui valident la science plutôt que ceux qui s'y opposent, on est bien d'accord. Mais il y a une vraie ouverture, en fait, de toute une génération et de beaucoup de personnes vis-à-vis alors, on reprend le mot de la semaine dernière, du développement personnel, du travail sur soi, de la recherche de soi-même. Et c'est justement une super période pour la méthode pour revenir un peu en avant avec les qualités que ça peut apporter à tout à chacun. Les personnes qui ont participé, tu vois, à 99,9%, ils sont OK à se dire ça leur a apporté quelque chose. Donc, ce qui est dommage, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne connecte pas entre le système. Alors, même si aujourd'hui, comme je te dis, le site, il a évolué, je regarde un peu comment ils proposent des choses. Ils font un podcast, ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Tu vois, ils ont aussi un podcast, etc. Donc ça donne un peu de la vie. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'idées, de projets, etc., et tu me l'avais dit, tu dis, ça vient souvent de l'Europe. Et en fait, si en Europe, on arrive à le faire, les États-Unis, ils ne vont jamais être contre, tant que ça est productif et que ça amène des trucs. Et que je trouve que d'un côté, ça met un temps de retard sur les US et sur là où quand même était la source pour que ça soit une diffusion. Et toi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans les bons temps. Alors, c'est super ce que tu me dis là, à dire qu'il y a quelqu'un qui va marketer ça. Mais il y a, je pense, une vraie réflexion à poser sur la méthode pour qu'elle se rajeunisse dans la notion d'impacter les personnes. Moi, je pensais à ça la dernière fois en me disant, tiens, il faudrait que je vais faire sur TikTok ou sur des réseaux, tu vois, comme Instagram, des petites vidéos d'1 minute pour expliquer des éléments de la méthode, pour voir l'impact que ça peut faire. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça passe. Et est-ce que, tu vois, Silva International, est-ce qu'ils ont un TikTok, un Instagram, un truc J'en ai pas vu.
Et tu vois, c'est dommage parce qu'il y a plein d'instructeurs, qui certainement sont sur les réseaux et pourraient très bien s'amuser à partager dessus, à jouer. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas connecté. On est resté sur quelque chose de top qui a super bien fonctionné. Et puis, il y a quelque chose qui manque dans ce lien-là. Et c'est pour ça que je te demandais si tu avais l'impression que les États-Unis se bougeaient particulièrement les fesses pour ça, ou vous aviez plus l'impression, vous, en Europe, d'être ceux qui initient les choses, et les États-Unis, maintenant, au bout du compte, sont plutôt les followers, les suiveurs à ce moment-là. Mais en fait, je peux dire que depuis quand j'ai commencé à étudier Silva aux États-Unis, ça c'était en 1988, en fait, il y a toujours eu un gap, une fosse, entre l'idée de présenter la méthode aussi bien que possible et l'idée justement de faire du marketing pour que les gens soient au moins au courant que ça existe. Ouais. Et ça, j'ai entendu ça multiples fois, sous multiples justement régimes aux États-Unis aussi. C'est toujours, mais que les instructeurs viennent parce qu'ils adorent la méthode. Ils apprennent tout ce qu'il y a dans la méthode pour pouvoir l'enseigner. Mais ils n'apprennent pas le marketing. La plupart ne sont pas du tout, le marketing, ça c'est pour justement des experts en marketing. Mais nous, on va compter sur les diplômés vont adorer, ils vont parler, il y aura bouche à l'oreille, etc. Donc, il y a toujours eu cette manque, justement, de gens qui sont spécialistes en marketing, qui sont aussi instructeurs eux-mêmes, qui aiment la méthode Silva, mais aussi une méthode de le montrer. Mais ça a été là depuis très, très longtemps. Et justement, Joe, dont je parlais, lui, il va être formateur des instructeurs aux États-Unis qui font le BLS, parce que il a 2 versions là-bas. Et il m'a déjà dit, mais lui, il va passer plus que 50% du cours, pas en enseignant ce qu'on fait dans le cours, mais en enseignant comment faire du marketing, comment utiliser leur site, leur mail, Facebook, les conférences d'introduction, tout. Donc, et c'est vrai que ça a toujours manqué. Hein. Je comprends très peu parce qu'en fait, ma dernière formation, j'avais Angleterre, France, Chine, donc je ne peux pas en dire comment faire marketing dans toutes ces cultures différentes. Mais là, aux États-Unis, quand même, ils comptent vraiment faire ça et ils veulent faire une expansion parce que ça influence aussi tous les instructeurs mondiaux. Tu pourrais éventuellement me donner son contact, au moins pour que je fasse le cours avec lui, parce que, tu vois, à la limite, s'il le fait en Zoom, aux États-Unis, moi je suis preneur pour le faire, tu vois, je refais le truc parce que j'aimerais bien voir comment il oriente, parce que si tu as l'impression que peut-être en France les instructeurs ou autres ça manque de marketing, ouais, effectivement, faudrait peut-être repenser ça. Moi ça me dérange pas de faire le cours, de suivre les 4 jours et voir comment lui il présente avec ce côté market que je pense qu'il faudra changer, parce que nous on est en France, on n'a pas le même état d'esprit, mais déjà voir les leviers qu'il utilise pour peut-être donner des idées aux instructeurs et pour que ça se diffuse de façon un peu différente. Mais n'hésite pas, si tu sais quand il fait des workshops, s'il le fait en ligne, hein, bien sûr, là j'irai peut-être pas forcément aux US, mais s'il fait des workshops en ligne, pour que je m'y inscrive et comme ça, je suivrai le cours et je verrai un petit peu comment on peut… ce qu'il dit, parce que ça peut être intéressant. Si tu me dis que 50% ou même 40%, c'est basé sur sa manière de voir le… Là, je parle de LDS, c'est la formation instructeur. OK? Ouais. Et pour le moment, tout ça, c'est une nouvelle idée. Il vient juste de présenter ça à Diana, c'est à discuter et tout ça. Mais bien sûr, si ça développe, je vais vous mettre en contact. OK? Ouais, il vient juste, je sais qu'il m'a appelé, il m'a expliqué à moi personnellement, et puis il disait, et demain, justement, je vais montrer tout ça à Diana. Donc, j'ai aucune idée pour le moment quelle est la réponse, mais je sais que j'avais 2 autres directeurs qui sont justement en contact souvent avec moi. Quelqu'un va me donner, probablement Gabriel en Angleterre va me donner un résumé de tout ce qui s'est passé et ce qu'il en pense. Et il faut que tu changes après les 30 minutes. On y va. Donc, si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. À tout de suite.